Eraan is een ander thema, ongelijkheid. On a vu que l'inégalité augmente. Je me sens un peu comme un alien en faisant les choses un petit peu différemment. En fait, je voulais réagir finalement par rapport aux propos de mon voisin de table qui, effectivement, signalait qu'il n'avait pas l'intention d'arrêter s'il pouvait continuer parce que son boulot était effectivement épanouissant, etc. Ce n'est pas le cas de tout le monde et moi, je voulais juste vous montrer quelques chiffres par rapport à ça, qui sont finalement, pour les premiers, dans la lignée de ce que M. Vanoy a présenté, même si j'avais choisi des modèles plus simples. Alors celui-là, je vais le passer parce qu'on l'a abondamment discuté depuis tout à l'heure. Je voudrais vous parler de l'état de santé déclaré. Alors, il y a aussi l'état de santé, évidemment, selon les incapacités réelles. L'état de santé déclaré, les gens adaptent évidemment leur réponse à ce qu'ils estiment être un état de santé légitime par rapport à leur tranche d'âge. Mais néanmoins, vous remarquez que par rapport, si on compare les extrémités, là on a des résultats sur la Belgique francophone, je présenterai aussi un ou deux résultats par rapport à la Belgique entière. Les gens qui sont instruits du diplôme primaire ou sans diplôme, comparativement à ceux du supérieur ou universitaire, vous voyez que l'état de santé acceptable ou médiocre est à quasiment 60% contre 30%. Si je prends le recours aux médecins, vous voyez là aussi qu'en fonction de la tranche d'âge, évidemment, le recours aux médecins augmente, mais selon le diplôme qu'on a, les écarts sont évidemment différents et ils s'accroissent en plus, en tout cas par rapport au niveau supérieur ou universitaire, au très grand âge. Alors ici, c'est des résultats de l'enquête Cher qui est menée depuis une vingtaine d'années dans les différents pays d'Europe. Et enfin, le report de soins pour des raisons financières. Là, vous avez la Flandre, Bruxelles et la Wallonie. Et vous voyez également que les reports de soins sont démesurément différents selon le revenu déclaré. Donc, toutes ces questions des inégalités, moi, m'interpellent particulièrement, et c'est là que je faisais le lien avec ce que l'interlocuteur précédent vient de dire, c'est que est-ce qu'on en tient réellement compte dans les mesures de pension, et notamment, si vous comparez ici l'espérance de vie des catégories sociales inférieures qui seraient équivalentes pour les 5% inférieurs à l'espérance de vie en 1974, et les classes supérieures à ce qu'elles pourraient être en 2054, vous voyez que les écarts sont tellement grands que même si on reflète, par exemple, dans les modèles qui ont été présentés tout à l'heure, le niveau des pensions en fonction de ce qu'on aurait cotisé, ce pourquoi on aurait cotisé au fur et à mesure de la vie, il reste néanmoins d'énormes encore inégalités sur le temps pendant lequel on va pouvoir profiter de cette retraite, et donc à retraite proportionnelle, en fait, dans la durée, elle ne l'est pas si on totalise le montant des pensions auxquelles on peut bénéficier. Je pense ici aussi, certains résultats pourraient le montrer, je n'en avais pas sorti, mais à la question des femmes ou à la question de différentes catégories socioprofessionnelles qui sont désavantagées par toute une série de mesures. Et pour ne pas durer trop longtemps sur une présentation formelle alors qu'on était plutôt dans un échange libre, mais ici je reprends, on est en train de mener une étude sur le non-recours aux droits sociaux, ou plutôt le non-accès aux droits sociaux. Il y a des facteurs individuels, il y a des facteurs au niveau du client, au niveau des politiques sociales, et des facteurs au niveau des personnes qui mettent en œuvre ces mesures. Et quand je vois les nouvelles mesures qui sont, par exemple, on n'a pas encore parlé de la GRAPA, même si Philippe Defay lui a proposé plutôt un autre système qui serait avec une base fixe. Ici, j'ai pu mettre la règle en néerlandais, mais vous voyez qu'il y a toute une série de règles liées à la condition de résidence. Qu'en est-il pour les populations qui sont dans les plus hauts niveaux de difficulté, qui ont un accès, qui ont une méfiance par rapport aux services sociaux, qui ont une méfiance par rapport même aux facteurs, qui n'ouvriraient pas leurs portes et qui se feraient sanctionner? Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire
comment prend-on en compte dans tous les modèles, parce que moi j'ai apprécié vraiment les modèles qui ont été présentés ici durant cette matinée, mais comment prend-on en compte, au-delà des grands modèles généraux, toutes ces micro-différences qui peuvent creuser de manière démesurée des écarts et qui, pour certains droits sociaux résiduaires, finalement peuvent, par des mesures de bonne gouvernance, peuvent créer des différences encore plus importantes. Bon, je vais peut-être, histoire de ne pas monopoliser la parole, revenir à ma place à table. Voilà. Oké, dank u. Dan stellen zich eigenlijk twee soorten vragen, denk ik. Alors, première question, étant donné ce que je viens d'entendre, une question assez peu entendue. N'est-il pas possible justement de limiter ces inégalités, d'opter pour une politique qui limiterait cela? Et ensuite, deuxième question, est-ce que le système des pensions doit tenir compte de cela et donc, par exemple, octroyer un âge de pension inférieur pour ceux qui ont sont allés moins longtemps à l'école? Alors, n'est-il pas possible d'adopter une politique, justement, la matière? La première chose à faire, qu'on essaie constamment de faire depuis très longtemps, mais qui se heurte à certaines barrières en Belgique, c'est qu'au niveau de l'automatisation de l'octroi des droits sociaux, et en particulier en soins de santé, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire que quand on voit par exemple que le report de soins est très souvent causé par le fait qu'il y a un ticket modérateur à payer et que ce ticket modérateur est un des plus élevés en Europe et qu'il y a très peu de tiers payants en dehors des hôpitaux, il suffirait de généraliser le tiers payant en ambulatoire et on aurait déjà solutionné une grande partie de ces inégalités. En fait, les inégalités elles se creusent à la fois pour des raisons exogènes, mais il y a toute une série de facteurs endogènes qui les creusent. Et je crois que le non-recours au droit est un facteur endogène. Il suffit de regarder aussi maintenant la complexité de certaines législations. Moi, j'ai accompagné une jeune demandeuse d'emploi qui devait faire une demande en matière d'allocation d'insertion. Elle était dans une espèce de gap au niveau administratif. Même après un coup de fil au patron d'Actéris, au patron de l'ONEM, elle avait une chance incroyable de pouvoir solutionner ça. On n'est pas arrivé à solutionner le problème. Et alors effectivement, on voit une constante diminution des demandes en matière d'allocation d'insertion. On voit une diminution au niveau des dépenses de chômage. Il faut se demander quelle est la part de cette diminution qui est liée à la complexité de la législation et au fait que la législation est vraiment très difficilement lisible pour les assurés sociaux. Donc je crois qu'il y a un premier gros chantier à faire. Il y avait un secrétaire d'État qui était chargé de ça dans le précédent gouvernement, c'était Theo Franken, qui avait d'ailleurs remis une très bonne note sur le sujet. C'est l'octroi automatique des droits sociaux. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut absolument avancer dans les prochaines législatures. D'autres solutions? Mais de fait, on parle de non-recours. Moi, je pense qu'il faudrait déjà parler de non-accès parce que ça, c'est prendre en compte effectivement d'autres aspects, les politiques telles qu'elles sont organisées, mais la manière dont on les applique aussi. Est-ce qu'on les applique de manière restrictive ou est-ce qu'on les applique de manière à permettre aux gens de faire valoir leurs droits? Et ça, je ne suis pas sûr qu'en l'état actuel, on ne soit pas tellement rentré dans une logique de contrôle des fraudes, qu'on ne permette plus à toute une série de catégories de la population de faire valoir ses droits de manière bienveillante, on va dire. Alors la bienveillance, c'est peut-être une notion assez étrange par rapport au fait de faire valoir des droits, mais il est clair que quand on voit la situation dans laquelle se trouve toute une série de la population, les obstacles sont devenus tellement importants pour ceux-ci que on en ajoute et on en ajoute, et là on est plutôt dans une démarche qui limiterait les droits et qui ne permettrait plus... Enfin, je pense qu'on jette parfois le bébé avec l'eau du bain, en fait. À force d'aller suivre. Alors, la pension à l'âge égal pour tout le monde ou pas? Quid de la scolarité? Eh bien, à vrai dire, dans les faits, la pension est prise à différents âges. Des gens peuvent, en fonction de leur carrière, partir à la retraite plus tôt, vers 62 ans. Il y a déjà le système de prépension qui est en phase d'extinction, mais il y a différents systèmes. Moi, malheureusement, si les deux orateurs parlent en même temps, alors il y a des mécanismes qui existent et il ne faut pas l'oublier. Nous avons déjà un système bien robuste avec différentes périodes d'équivalence et donc
les personnes qui sont allées moins à l'école bénéficient d'une certaine forme de solidarité en conséquence. Alors moi, honnêtement, je me demande si une partie de la solution ne serait pas liée à l'employabilité de ces gens. Peut-être qu'il faudrait les mettre davantage à l'emploi, parce que nous, en Belgique, il va sans dire que nous sommes mauvais en ce qui concerne l'emploi pour certaines choses. Et moi, je dirais qu'il y a certains chevauchements. Et donc, on voit que l'on limite, que l'on cantonne certaines personnes à des allocations, et c'est dangereux. Alors, vous avez une certaine expérience en ce qui concerne la mise en emploi de ces personnes qui, justement, étaient écartées du marché de l'emploi. Eh bien, vous savez, le groupe de personnes que nous essayons le plus de mettre à l'emploi, ce sont des personnes qui ont une formation dite moyenne. Alors, une note positive maintenant. Au-delà du vieillissement, il y a d'autres évolutions sur notre marché de l'emploi. Et donc là, la formation est un point clé. Il y a très longtemps, lorsque moi je suis arrivé sur le marché de l'emploi, la plus grande partie des travailleurs, plus de 60% des travailleurs, étaient des travailleurs peu formés. Aujourd'hui, en Flandre, et Bruxelles et la Wallonie sont pas loin derrière, eh bien, ce sont surtout des personnes qui ont bénéficié d'une formation de haut niveau qui sont là, et les personnes peu formées ne constituent peut-être que 10% du marché de l'emploi. À long terme, donc, la pression devrait diminuer. Alors, bien entendu, il ne faut pas dire « vous en faites pas, ça va couler, ça va passer », parce que le défi est ce qu'il est, mais à long terme, les évolutions d'aujourd'hui devraient, en fin de compte, peser positivement dans notre là-dessus. Je suis assez d'accord pour dire qu'on a des systèmes de pension qui est parmi les plus équitables en Europe, notamment grâce au système de périodes assimilées, qui est assez rare dans les systèmes de pension et encore plus rare à mesure qu'on avance le système de pension en points, où le point est calculé différemment pour les pensions assimilées, puisqu'on est bien d'accord que la pension en points, c'est un système technique et que tout, évidemment, dépend de comment on calcule le point. Donc on a un système très équitable qui, en fait, est de facto un système assez universalisé, c'est-à-dire que on pourrait faire probablement un effort au niveau de la GRAPA qui reste assez basse, mais quand on regarde la pension des travailleurs indépendants, quand on regarde la pension des travailleurs salariés, avec les périodes assimilées, avec le système de plafonnement des salaires, les écarts entre les pensions, on met de côté les régimes spéciaux, notamment mentionné des fonctionnaires, mais les écarts au sein des régimes de pension sont très très limités. Alors la question est de savoir est-ce qu'on les fait converger ou pas. Ça c'est une question qui est politiquement très sensible à laquelle je ne veux pas répondre, mais moi je pense que le problème c'est pas tellement, de nouveau le problème se pose en amont. Il se pose au niveau du taux d'emploi. Le taux d'emploi, il est très faible dans certains groupes à risque. On a un taux d'emploi chez les personnes handicapées en Belgique qui est de l'ordre, selon qu'on se place, selon du ressenti subjectif du handicap ou du ressenti objectif, entre 15 et 25%. Dans les pays nordiques, on a 60-70% de taux d'emploi des personnes handicapées. Le taux d'emploi des personnes âgées, des travailleurs âgés, à partir de 55 ans, on a, je l'ai déjà dit, on a une diminution dramatique du nombre de personnes à l'emploi. Et donc si on pense pouvoir résoudre le problème en repoussant chaque 10 ans, d'un ou 2 ans l'âge légal, on se trompe complètement. Il y avait une proposition que notamment Jean Hendricks a fait que je trouvais très intéressante, c'est d'avoir une réflexion sur l'impact de la profession et sur la santé, et de lier probablement à la fois des systèmes de transition vers la pension et des systèmes de prise de pension qui diffèrent selon les carrières professionnelles, selon la nature et la pénibilité du travail. Et tout ça, c'est des choses qui doivent se régler en amont et pas en aval de la prise légale de la pension. Je voulais juste dire, moi je suis tout à fait d'accord sur le fait que
y a un problème au niveau de l'emploi. Maintenant, j'avais mené il y a une dizaine d'années pour le SPP Intégration Sociale une étude avec des collègues de l'Université d'Anvers sur l'activation durable des bénéficiaires du CPAS. Oui. Et ce que cette étude avait montré, c'était que les gens qui bénéficiaient d'une mesure article 60, paragraphe 7, ou article 61, même s'il y en avait beaucoup moins des articles 61, étaient 20% à peu près à rentrer dans une carrière durable au bout de la mesure. Donc carrière durable, on entendait CDI, CDD, temps plein, temps partiel, mais d'une manière continue et pas un retour. Et donc on a quand même déjà un arsenal de mesures. Il y a le plan individualisé d'insertion sociale qui s'est étendu aussi à d'autres populations que les jeunes, etc. Et malgré ça, la durabilité de l'insertion ensuite était difficile. Et donc, que fait-on après de ces personnes qui ont ces carrières très insatisfaisantes, qu'on n'a pas réussi, hein, malgré toutes les mesures? Est-ce qu'on laisse se poursuivre trop d'inégalités au moment de la retraite, ou est-ce qu'on tente de corriger un minimum, surtout vu le niveau des pensions qui, malgré tout, pour la Belgique, n'est pas un niveau, je pense, extraordinaire comparé à d'autres pays? Autre question, Philippe de Feit a proposé un système de pension avec un forfait et une partie variable. C'est intéressant pour vous ou pas? Disons, moi je ne suis pas un spécialiste, un technicien de ces mesures, donc d'un point de vue de profane, je trouve ça séduisant. Maintenant, je ne peux pas rentrer dans le détail de la mesure, pas plus que pour les propositions de M. Hendricks. Ce n'est pas tout à fait mon centre de compétences. Donc, mais sur le fond, ça résout une série de problèmes, notamment liés à la GRAPA et à la conditionnalisation croissante aussi de ce type de revenus résiduaires. Zijn er mensen in de zaal die daar bemerkingen over hebben?